En 2000, il a été fait le constat que notre pays ne produisait pas suffisamment de logements sociaux pour pouvoir loger dans notre pays les classes moyennes et les classes modestes, puisque rappelons que pour accéder au logement social, il faut avoir des niveaux de ressources qui vous positionnent dans les classes moyennes ou les classes modestes. Et c'est pour cela que le gouvernement de l'époque a indiqué que toutes les communes d'une taille conséquente, en l'occurrence 3500 habitants, devaient à échéance de 2020, c'est-à-dire 20 ans après, proposer au moins 20% de logements sociaux dans tous les logements figurant sur cette commune. C'est véritablement pour avoir une chance de pouvoir dire je peux avoir une proposition de logement quand je ne peux pas devenir moi-même propriétaire, construire ma maison ou avoir des parents qui m'aident ou aller me loger dans le parc privé souvent plus cher. Donc c'est une mesure de solidarité et d'équité républicaine. Donc ça ne concerne que le logement locatif? Ça ne concerne que le logement locatif social et pas du tout l'accession sociale à la propriété, car autant vous avez des communes qui sont prêtes à accompagner l'accession sociale à la propriété, on veut bien des propriétaires, autant certaines communes ont du mal à se dire oui, il faut de la place pour des gens qui, compte tenu de leurs ressources, ne peuvent être que locataires une partie de leur vie. Et cette loi, depuis 2000, elle a provoqué la construction d'environ 600 000 logements supplémentaires par rapport à ce qui se faisait avant dans notre pays. Et ça atteint les objectifs de 20%? Alors certaines communes qui étaient à des niveaux très bas en 2000, aujourd'hui sont au-delà de ces 20 ou 25%. En fait, et c'est là que tout réside la difficulté, c'est qu'un certain nombre de communes se sont dit « la loi a été votée, nous mettons en place des moyens urbanistiques, financiers, de politique locale qui nous permettent de répondre à la loi », et d'autres qui ont eu plus de mal à prendre à bras le corps cette loi et qui aujourd'hui sont encore en retard. D'accord. Et le passage à 25% résulte de... Alors ce passage à 25% en 2013 résulte du fait que, là aussi, le législateur s'est rendu compte qu'avec 20%, nous n'arriverions pas à épuiser la liste des familles qui aujourd'hui sont sur une liste d'attente pour intégrer le logement locatif social en France. Et à l'heure où nous nous parlons, il y a environ 1 800 000 ménages en France qui ne trouvent pas, qui sont sur des listes d'attente, dont un peu moins de 10 000 par exemple dans le département de la Savoie. D'accord. Dans son rapport 2018, la Fondation Abbé Pierre insiste sur le surpeuplement dans le logement social et l'accès au logement social qui diminue, l'offre diminue, d'après eux, pour les plus pauvres. Quel est votre avis là-dessus? Alors, la Fondation Abbé Pierre, qui fait un très gros travail pour s'assurer que cette fois-ci les plus modestes de nos concitoyens puissent avoir un logement, effectivement demande que dans l'application même de la loi SRU, on privilégie la construction de logements très sociaux. C'est-à-dire que pour des familles qui, hélas, n'ont pas d'activité professionnelle ou qui vivent avec des minima sociaux, peuvent avoir accès au logement social. Et dans le logement social, il y a des catégories plus ou moins chères en termes de loyer, donc la Fondation... Là, on retrouve les sigles là. C'est ça, c'est pour cela que vous retrouvez les sigles PLAI, c'est le logement très social, le plus qui est le logement social traditionnel, et le PLS qui est un logement social qui s'apparente presque à un loyer privé, c'est-à-dire qui est proche du marché que nous avons globalement dans le parc privé. Donc plus de PLAI, c'est ce que demande la Fondation Abbé Pierre pour s'assurer que les gens qui gagnent 800 à 1500 euros puissent avoir une chance de se loger avec un loyer compatible avec leurs ressources. Et le gouvernement, quelle est sa position là-dessus? Alors dans les plans de rattrapage que doivent mettre en place les collectivités locales pour être dans les clous de la loi SRU, dans la production, il doit faire au moins 30% de PLAI. D'accord. C'est sans doute insuffisant dans les secteurs très tendus. Vous chiffreriez à combien ce pourcentage? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on produit 30% de PLAI, et quand on regarde le 1 800 000 ménages qui est aujourd'hui en liste d'attente, on se rend compte que 60% de ces 1 800 000 demandent des logements sociaux au niveau de loyer d'un PLAI. D'accord. Donc, la construction est à peu près la moitié en PLAI
de ce que la population demande. C'est pour cela qu'il faut faire effectivement un effort supplémentaire. Et sur le surpeuplement dans les logements? Alors, le surpeuplement est une autre question qui est notamment liée au fait que comme il n'y a pas suffisamment de logements sociaux neufs mis sur le marché, un certain nombre, notamment de jeunes, adolescents ou jeunes adultes, ont du mal à quitter le foyer familial faute d'une offre. Donc on voit bien que l'importance quantitative, elle a des conséquences, y compris sur l'occupation actuelle du parc de logement social, avec effectivement des situations de surpeuplement. Et dans la loi Elan, on a vu apparaître un certain nombre de choses qui attaquent un petit peu le logement social, notamment la baisse des APL, la modification du mode de financement des bailleurs sociaux, l'accès des promoteurs privés au marché du logement social. Quel est votre avis sur ces points? Mon avis, c'est que nous verrons les effets de tout cela dans 4 ou 5 ans. Parce que en matière de logement, vous prenez une décision aujourd'hui, le secteur va prendre en compte ces nouvelles dispositions et on le verra en termes de permis de construire ou de réalisation dans les 4 ou 5 ans. Et aujourd'hui, il est clair que le mouvement HLM construira moins dans l'avenir qu'il ne l'a fait jusqu'à maintenant, compte tenu des décisions nouvelles et récentes qui ont été prises en matière budgétaire. Vous savez, la baisse des APL, par exemple, ça veut dire moins de loyers qui rentrent dans les organismes HLM. Or, c'est la ressource essentielle des organismes HLM qui injectent totalement le produit de ces loyers dans les constructions nouvelles, dans l'entretien du patrimoine, dans la réhabilitation. Ce qui veut dire que le niveau des loyers étant diminué à cause de la baisse des APL, il y aura moins de réhabilitation et moins de construction de logements sociaux nouveaux dans les années qui viennent, alors que paradoxalement, oui, c'est en contradiction avec ce qu'on a dit précédemment. Complètement, mais cette contradiction, il faut l'expliquer, car on est sur des sujets un peu techniques, difficiles à appréhender de la part de nos concitoyens, donc il faut de la pédagogie, et ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour le logement social. Telle mesure, c'est pourquoi? Pour ouvrir au privé le logement social? Alors, ça procède aussi de la part du gouvernement d'un souhait de diminuer ce qu'on appelle les dépenses publiques. Et dans les dépenses publiques, il y a les aides personnelles au logement. Il y a 6 millions de ménages en France qui perçoivent des aides, des APL, un peu plus de la moitié dans le parc privé. On a toujours le sentiment que c'est dans le parc public. Un peu plus de la moitié de ces 6 millions sont dans le parc privé. Et évidemment, s'il y a moins d'APL, c'est moins de dépenses de la part de l'État. Mais les conséquences, elles sont portées effectivement par les organismes HLM et secondairement par les locataires eux-mêmes. Car quand les organismes indiqueront, et c'est dès le cas cette année en Savoie, qu'il y a moins de réhabilitation, il y a moins d'entretien, c'est les conditions de vie même de ces familles modestes et moyennes qui est impacté au quotidien. Mais ça aussi c'est pareil, nous verrons les conséquences d'ici 2, 3 ou 4 ans. D'ores et déjà, en tout état de cause cette année en Savoie, par moins de projets de construction nouvelles de logements sociaux. Donc vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet. Pour en revenir à notre territoire, la Savoie, quel est votre constat d'application de la loi SRU sur les bassins respectivement d'Albertville et puis les stations de montagne, je parle du logement des saisonniers, sur le bassin de Chambéry et sur le bassin d'Aix-les-Bains? Alors la loi SRU en Savoie ne s'applique stricto sensu que sur le bassin chambérien et le bassin aixois, puisqu'il faut être dans des agglomérations d'une certaine taille, avec une tension sur le logement social. Qu'est-ce qu'on appelle tension sur le logement social? La tension, c'est le rapport entre l'offre de logement social, ce que l'on propose, et la demande de nos concitoyens pour y venir. Ça veut dire c'est là où on construit bien moins qu'il y a une demande en quelque sorte qui s'exprime de la part de nos concitoyens, et il faut être dans une agglomération au sens de la loi de plus de 50 000 habitants, c'est pour ça que c'est le bassin chambérien et le bassin aixois. Je dirais que sur ces deux bassins, des efforts ont été faits par un certain nombre de communes pour essayer de rattraper leur retard, mais que ces efforts sont assez différents d'une commune à l'autre. Je rappellerai que parmi les communes en retard aujourd'hui, il y en a plusieurs sur le secteur chambérien,
Bassin, Saint-Alban-l'Ès, Barberaz, pour en citer quelques-unes, la Motte-Servolex également, et sur le bassin aixois, le Bourget-du-Lac, Grésy-sur-Aix et la ville-centre d'Aix-les-Bains. Il y a beaucoup d'efforts à faire encore, mais il y a une chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que on dit qu'il faut faire 20 ou 25% de logements sociaux. Et une fois qu'on a fait 20 ou 25% de logements sociaux, on est en accord avec la loi. Puisque la loi n'oblige qu'un minimum. Mais pour autant, on peut être à 20 ou 25% et ne pas en construire suffisamment. Car ce qui compte, quelle est la bonne politique du logement social? C'est de répondre aux besoins du territoire. Et si le besoin est au-delà des 20 ou 25%, il faut aller au-delà des 20 et 25%. Et vous avez des communes en Savoie, dont on ne parle jamais en termes de politique très dynamique. La commune de Montmélian, par exemple, il y a 50% de logements sociaux. Vous promenez dans Montmélian, vous ne vous en rendez pas compte. Derrière tout cela, je pense qu'il y a un autre débat qu'il faut affronter. C'est aussi l'égoïsme de nos concitoyens à l'égard du logement dit social, parce que derrière ce terme... On sait que pour un élu, pour un maire, ouvrir trop social, il a peur qu'électoralement, il y ait un rejet de ses concitoyens. Absolument, alors même que le maire est sans arrêt sollicité par des familles qui souhaitent accéder temporairement ou plus durablement au logement social compte tenu de leurs ressources, compte tenu du fait qu'il y a des séparations de couple, compte tenu du fait qu'un enfant veut s'émanciper et construire un projet de vie, mais qu'il n'a pas le logement pour faire cela. Donc c'est paradoxal, ils ont une très forte pression et en même temps ils disent oui, pas trop parce que je ne veux pas déséquilibrer la population, enfin voilà. Oui, on peut dire par exemple que sur le bassin aixois, c'est un peu antinomique avec la marque Riviera des Alpes, par exemple. Hein? Ça peut être un argument. Ce qui s'exprime dans la population française, et il y a des sondages réguliers, 80% de la population française estime que notre pays ne fait pas suffisamment de logement social. Car tout le monde connaît, dans son entourage, dans sa famille, dans son réseau professionnel, oui, un couple qui est une des familles, perte d'emploi, absolument, une séparation. Tout le monde est conscient de cela, bien sûr, ouais. Mais on préfère que ça se fasse ailleurs plutôt que dans la commune dont on a la gestion. Et mon rôle, c'est de leur dire, qu'est-ce que vous répondez aux maires alors sur ces arguments? Je leur dis que c'est une loi républicaine. Franchement, s'assurer qu'aucun territoire de la République ne soit fermé à des familles pour accéder au logement, c'est une mission que tout le monde devrait porter avec enthousiasme. Pour en venir aux stations de montagne, au logement des saisonniers, est-ce qu'il y a un volet dans la loi SRU sur le logement des saisonniers? Quelle est votre commission? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que les saisonniers puissent se loger en montagne? Parce que c'est le gros problème. Alors, c'est un vrai sujet qui nous concerne dans les Alpes. Vous avez bien compris que la loi SRU s'appliquant sur les agglomérations de plus de 50 000 habitants, il n'y a pas de disposition dans la loi SRU concernant le logement des saisonniers. Pour autant, il y a eu des textes au cours des dernières années qui permettent par exemple qu'on peut utiliser des dotations budgétaires de l'État au titre du logement social pour favoriser la construction de foyers pour les travailleurs saisonniers en station. On le doit d'ailleurs à Louis Besson lorsqu'il était ministre du logement et au moment où je travaillais avec lui. Il se trouve que la commission SRU que je préside au niveau national a proposé il y a quelques jours au ministre du logement et de la cohésion des territoires qu'il puisse y avoir un volet SRU sur les stations touristiques qui accueillent durant une période de l'année un poids de population qui multiplie la population locale pour s'assurer qu'effectivement les femmes et les hommes qui viennent travailler sur ces communes et faire vivre ces communes, permettre son développement économique, puissent se loger. Et qu'en gros, toutes les communes touristiques qui répondent à un certain nombre de critères soient dans l'obligation aussi de produire un pourcentage à définir de logements sociaux à destination des travailleurs touristiques. Le gouvernement en a été saisi, c'est à lui de s'en saisir ou non s'il le souhaite pour donner suite. Il y a des stations qui jouent le jeu et d'autres pas. Stations hivernales, oui, comme sur certains sites littoraux. Oui.
Pour en revenir un peu plus près de Chambéry, Aix-les-Bains, vous avez réagi par un courrier public récemment aux objectifs de construction de logements sociaux sur Aix-les-Bains, définis par Grand Lac dans le PLUI. Le taux de logement social actuel à Aix-les-Bains est un peu à 19 et quelques %. Le PLU prévoit la construction de 1000 logements sociaux et 3000 logements privés, ce qui n'amènera le taux de logement social qu'à 21% et non pas 25% comme demandé par la loi SRU. La solution pour arriver aux 25%, ça serait de construire uniquement 1000 logements sociaux. Oui. Donc ça veut dire stopper la frénésie immobilière privée en cours sur Aix-les-Bains. Vous avez fait ce courrier, est-ce que vous avez eu un retour? Quelle est votre position par rapport à ça? Bon, moi j'ai fait un courrier, je ne veux pas rentrer dans un débat de politique locale. On parle d'application de la loi SRU et du rôle de la Commission là-dessus. Ce que je veux dire aussi, à celles et ceux qui écoutent votre chaîne, c'est que la politique d'urbanisme, la politique du logement, elle appartient au maire et à l'intercommunalité dans laquelle il est. Ce n'est pas la loi SRU qui dit, dans le PLUI, vous devez faire 4000 logements. Ce n'est pas la loi SRU. La loi SRU, elle dit, compte tenu de la situation du logement que vous avez aujourd'hui, pour arriver à 25% en 2025, vous devez faire 1000 logements sociaux. Point barre. Ensuite, l'équipe municipale... Mais que 1000 logements sociaux. Si on en que 1000 logements sociaux. Si on rajoute 3000 privés... Ça, c'est un choix qui appartient totalement, effectivement, à l'agglomération et à la mairie d'Aix-les-Bains. C'est son choix. Il peut faire le choix de dire je fais 1000 logements sociaux et 1000 logements privés, ce qui ferait que dans les constructions nouvelles, le rythme est à peu près de 50%, ou de dire je fais 1000 logements sociaux et 2000 logements privés, ce qui ferait 3000 au lieu de 4000. Et par ailleurs, aujourd'hui Aix-les-Bains a un retard dans la loi, on en est tous conscients. Si dans les projections qui viennent, on dit que dans tous les nouveaux logements qui vont se faire, la part de logement social est de 25%, vous ne réduisez absolument pas le retard que vous avez, vous le maintenez. Oui. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans la dynamique de construction dans les années qui viennent, il faudra qu'Aix-les-Bains, comme d'autres villes, fassent plus que 25% pour rattraper leur retard. Absolument. À Neuilly-sur-Seine, qui est une commune symbolique pour ce sujet, que vous citez dans votre oui, depuis plusieurs années, les maires successifs désormais disent, dans le rythme de construction, il y a 50% de logements sociaux. Vincennes, depuis le début des années 2000, sur 100 logements nouveaux qui se fait sur la commune, il y en a 90 qui sont sociaux. Donc voilà, c'est une disposition, ce sont des règles édictées par les élus locaux, pas par la loi SRU. Oui. Mais si ce 25% n'est pas respecté dans le PLUI, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il y ait au moins 25% de logements sociaux, au moins. Et la préfecture intervient? Comment ça fonctionne? Alors, on est sur l'application d'une loi. Vous devez avoir au moins 25% de logements sociaux. Donc il est dans les compétences de l'État de s'assurer que la loi est respectée. Si elle ne l'est pas, il y a des sanctions que le préfet du département peut mettre en place. Ces sanctions, elles sont d'ordre financier. C'est une sanction par logement social manquant, non fait, qui vient grever les finances communales. Le préfet peut aussi mettre en place un droit de préemption, c'est-à-dire lorsqu'il y a une vente d'un terrain ou d'un immeuble, l'État peut dire c'est moi qui l'achète. Et ça sera du social. Ça sera du logement social réalisé par un organisme de logement social comme le Pacte de la Savoie par exemple. La troisième disposition aussi, et l'État l'a mis en place sur plusieurs communes en France, c'est de dire je reprends la compétence du permis de construire, qui est aujourd'hui dans les mains du maire. C'est plutôt grave ça comme... Vous voyez bien qu'il y a une gradation. D'accord. On voit sur Aix-les-Bains ce qui se passe au niveau immobilier. On voit arriver un flux migratoire de personnes plutôt retraitées et aisées qui viennent habiter à Aix-les-Bains. D'ailleurs, la courbe des plus de 60 ans a dépassé celle des moins de 30 ans. Donc on a un vieillissement important de la population sur Aix-les-Bains, ce qui est tout de même un peu délicat pour une commune de 30 000 habitants dans sa dynamique, dans sa façon de vivre.
Est-ce que, d'un autre côté, on voit sur Technolac des étudiants qui ont du mal à se loger? Est-ce qu'il existe un volet social pour le logement étudiant? Est-ce qu'une réponse d'Aix-les-Bains ne pourrait-elle pas être de créer du logement étudiant aidé? Alors, dans les outils pour rattraper effectivement son pourcentage de logement social, la construction de logements pour les étudiants, avec des plafonds de loyer évidemment qui correspondent aux revenus des étudiants, c'est une réponse. Et d'ailleurs, la commune du Bourget-du-Lac n'a pas été pénalisée sur 2015, 16 et 17 parce qu'elle avait produit du logement social. Quand on regarde précisément, c'est parce qu'elle a eu la chance d'avoir Technolac et que sur Technolac, il y a des résidences logement social pour étudiants qui ont été faites. Donc ça a profité. Donc ça compte dans du logement social. Par effet ricochet à la commune du Bourget-du-Lac. Donc évidemment, la commune d'Aix-les-Bains, si elle le souhaite, mais c'est oui, bien sûr, oui. Sa décision, peut faire du logement social pour étudiants. Il faut aussi penser à ces jeunes actifs qui sont aussi des forces vives d'un territoire, et on doit penser à nos aînés, mais nous devons penser aussi aux nouvelles générations qui souhaitent s'installer. Et dans les résidences seniors pour personnes avec faibles ressources, est-ce qu'il y a des solutions en logement social? Alors, il y a des solutions effectivement... Parce qu'on voit que du très haut de gamme qui se monte sur Aix-les-Bains. Porté par des associations. Bon, ouais. Le hasard fait que je m'occupe moi-même d'une association au niveau national qui a une trentaine d'EHPAD, donc structure d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Oui, mais là c'est dépendant, mais est-ce que... À vocation sociale, c'est-à-dire que les niveaux de loyer sont sans commune mesure avec ce que le privé offre aujourd'hui et qui, hélas, pour beaucoup de nos concitoyens, est inabordable. Bien sûr, oui. En termes de loyer. Donc oui, il y a aussi des solutions. Simplement, c'est comme pour le logement privé et par rapport aux promoteurs immobiliers. C'est plus facile d'accueillir un projet porté par quelqu'un qui ne vous demande rien et qui va réaliser son programme immobilier ou sa résidence pour personnes âgées qui correspond un peu luxueuse, de la ville, plutôt que de s'impliquer, que d'aller chercher des opérateurs en disant ce que nous souhaitons, nous c'est des logements moins chers ou des structures accueillant des personnes âgées avec des niveaux de loyer moins chers. Parce que souvent, quand vous êtes demandeur pour faire moins cher, donc plus accessible pour nos concitoyens, il y a souvent une contrepartie pour la collectivité locale. Est-ce qu'il y a une subvention à la clé? Est-ce qu'il y a un apport d'un terrain? Est-ce qu'il y a fiscalement voilà, un avantage qui est apporté? Mais ça nécessite une implication plus forte des élus locaux. Et on peut aller vers l'intergénérationnel aussi. On peut effectivement aller vers l'intergénérationnel, mêler les cheveux blancs et les cheveux blonds. Voilà, par exemple. On parle, aujourd'hui c'est l'actualité, l'afflux de migrants, enfin afflux entre guillemets. Est-ce que la loi SRU intègre le logement des migrants? La loi SRU comptabilise les foyers de travailleurs migrants. Elle comptabilise... Qu'ils soient travailleurs. Non, elle comptabilise aussi des foyers accueillant des migrants en situation légale et qui sont logés dans des structures, d'une façon générale, mises en place par des associations. Et 3 chambres dans ces structures sont équivalentes à 1 logement au titre de la loi SRU. Les SDF, parce qu'il y a une quinzaine de jours, il y a eu un décès d'SDF à Chambéry. Il y a aussi un effort à faire dans les communes pour essayer de les loger, pour essayer de les prendre en charge. Ça rentre aussi dans ce cadre? Alors certains foyers, effectivement, pour les plus précaires de nos concitoyens, sont comptabilisés. Donc contrairement à certains maires, dont j'ai vu les écrits, moi je ne souhaite pas que la loi SRU soit remise en cause par l'actuelle majorité gouvernementale. Thierry Repentin, merci. Merci à vous. Et faites passer le message. Là où il y a une volonté pour accueillir les familles modestes et moyennes, on le peut. D'accord. Et votre association, vous en parliez tout à l'heure, c'est quelle association? Cette association, c'est une association nationale qui s'appelle Coalia, qui loge 40 000 personnes chaque soir, essentiellement sur des foyers de travailleurs migrants, sur des centres d'hébergement d'urgence et sur des EHPAD associatives. Là, et nous sommes confrontés, évidemment... J'ai senti que c'était un sujet qui vous tenait à cœur. Oui, parce que beaucoup de nos concitoyens ignorent la réalité
de la difficulté auquel une partie de la France est confrontée. Et on met un voile pudique sur ces sujets-là parce qu'on est solidaire dans l'esprit, mais pas forcément dans les faits. Ouais. Voilà.